Good morning, ladies and gentlemen. My name is Bernhard Isemann. I'm the head of the ESA Data Management Unit. We call it ESA Data Factory, the European Space Agency. I will make a small introduction what we are. So the European Space Agency is the gateway to space for Europe. We operate spacecraft, satellites, space projects for all the European countries, also of course for France. Together with French industry, for example, we are developing Ariane 6, our rocket, new rocket to go to space. And within this activity, we have of course data across Europe in different data centers, specifically data which we need to operate our business, which we need to operate our spacecrafts, our satellites. It's data to manage our business, and this data we are storing in a place we call ESA Data Factory. It's a central data management environment for, I would say, 23 countries in Europe, including Canada and some other countries. The main purpose, of course, of storing this data there is to use it. So what we are doing with it has the purpose to understand at any moment in time the performance of our projects, the performance of our business, how are our spacecrafts doing, and how our projects to develop these satellites and rockets and spacecrafts are going on. This data center and this data management is more about the business management. It's not the scientific data coming down from space, for example. That's a separate subject. But along this part to manage this business, we are doing by having real-time data in our data factory. And then we are using this data, for example, to build, or we have a digital boardroom for our executive management where they can at any moment in time understand on about 50 different KPIs and dashboards what's going on in our business. So I'm happy that we are able today to talk more about that. I'm flipping through the slides. So I already mentioned some of the figures which you can see here. We distinguish between core member states, which is, for example, France, Germany, Italy, and those countries. We have associated and cooperating member states like Canada, for example. Just one sentence beyond data here. All these countries have agreed in their constitution 50 years ago to don't do their own space business, but to put the money in a pot and do joint projects as Europe, because we can reach further with that, and this is our purpose to do. We have 8 big sites across Europe with about 3,000 people, and we have a budget of about 7 billion euros per year. And what we do with that in full details is that we define with the governments of all European countries and scientific people what spacecrafts, what satellites, which type of space projects we would like to have. For example, we build a gateway on the moon, or communication satellites, Earth observation satellites. And then we build these satellites as well together with industry in Europe, and then we launch it and send it to space. Then we fly these satellites to its destination. It's called in-orbit commissioning. For example, a satellite flies to Saturn, has to circle around Saturn for 10 or 15 years without falling down, and then send data back. And you can imagine all this together has different flavors of business management, and with this a lot of flavors of data management. It's financial data, it's human resource data, it's technical data, it is performance data of projects, and a lot of this data is also highly sensitive. Yes, we have different areas, and I mentioned this intentionally to describe a bit the complexity and then come to the point what we do about this with data. When we talk about space projects, they have actually very, very different flavor. So the most best example I can give is maybe we have an astronaut center managing astronauts who go to space in Cologne in Germany. On the other side, we have big business or locations in France building rockets. We are
designing satellites. We have Technology Research Center in close to Amsterdam, where we are testing new technology for solar panels or other materials to be used in space. Or we have Earth observation in Italy, where we fly satellite fleets around the Earth to understand climate change, movements of people, a lot of important things for us to survive on Earth or to protect Earth. So our business is, when you think about this, highly diversified, and so are also the data sets behind it, and the way how we have to manage such business. So we aggregate then centrally these different type of informations. We have a data processing ongoing, of course, to then support engineers, managers, and our executive management to make data-driven decisions. This is a big change which is going through our, would say, organization to have simple on-the-fingertip access to real-time data. This, I think, is also changing which tools we use, and I think we have disembarked from the, I would say, very structured, well-scheduled ETL process. We still have this in place, but our needs are going now, I would say, far beyond that. And I have put the challenges we have here a bit on the table. I would say the integration of multi-data sources I have already described, but the biggest thing also, when we have so many players from different nations with different goals and political elements, the data quality and the trust in this data is from tremendous importance. And we have to report back about our performance, our status, maybe in this moment or in this hour, to member states, to the governments in different countries in Europe, and they have to trust our data. This is a key thing of cooperating. And before I come to the security and sovereignty, it's of course also a very important element for us to have an end-to-end governance over the data. So we need to understand that this data set, for example, coming from Toulouse in France, has high security and confidential requirements or privacy requirements based on France law. And even when we are an international organization and processing that, we need to understand this end-to-end. When this data comes out of Toulouse and it ends up in a dashboard in Paris or in Germany, we need to be able to manage that. So this end-to-end governance in all senses of access, but also confidentiality and privacy is of enormous importance. And of course, we are also looking into AI and use of AI to generate either alerts, data correlation, but we are also using it in the meantime for predictive analysis or predictive methods. And this is not enough. So we have challenges. We need to explore that further. I will come to that later. But in the meantime, I would say in the past few years, our security and sovereignty requirements have completely changed. So for us, it is not easy to manage such data sets with these requirements in a cloud of a, let's say, non-European provider. Mostly in our industry, we depend highly on US suppliers, but we have constraints here. There are sovereignty requirements from us. So we are looking more and more into possibilities, of course, to be able to be independent of that. And it's a topic, of course, of political sovereignty, but it's also a topic of security and resilience. Imagine one of the cloud providers' data center in another area goes down. We have experienced those things in Europe in the recent months. It has an impact on everyone here, and we have to be independent of such incidences. And this is, I would say, also that one of the very important topics where we started our cooperation with Suadeo, being a French provider and having a clear distinguishment that their on-premises strategy is not
a stepchild of the cloud strategy, but features are fully available and give us independency. I have already touched on these topics. Of course, when we talk about independency, as we are an international organization, we need to prove also to all our member states that we are not having a dependency in operations. So we need to be able to have a complete self-service in place. And I think with the size of data and the different structures of data which we are operating, we have long ago already started with data mesh structures to be able to handle that. Maybe before I go further here, maybe a very important topic for us in the current days and in the coming future is real-time dashboarding and real-time data management. So we had, as I mentioned in the beginning, we have a digital boardroom. These are typical dashboards which give you a status, and they are refreshed maybe nightly or hourly. This is good enough for executive management to make a decision on, I would say, strategical topics. But when it's tactical decision taking, then real-time dashboarding is becoming of a tremendous importance also for us. So we have certain elements which even goes into the classical budget management, where we need to understand, for example, that France has yesterday decided to put more money into space, and we can speed up a certain development because more budget is available, and even such information we would like to know immediately. Of course, there are the classical elements of real-time dashboarding which are related to movements of people. Maybe my boss wants to know that did not enter the building. I'm somewhere else. These are all, I think, topics everyone is aware in this industry that this needs real-time dashboarding. But what has changed is that management wants for tactical decision taking now also real-time information on project performance, risk mitigations, for example, in projects, which we need to provide. And here we have, after taking quite the time to analyze possible technical solutions, discovered the caching capabilities of Zuadeo, which we are currently heavily utilizing. Okay. With this, I would like to hand over to Mohamed. Thank you, Bernard. Moi, je vais passer plutôt en français. Je vais vous parler tous en français. Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Par rapport à tout ce que nous disait Bernard, pour accompagner l'agence spatiale, on a besoin vraiment d'une plateforme qui va être un peu plus qu'une plateforme de data vis ou une plateforme de gestion de données. Et c'est vraiment une plateforme qui va permettre de gérer de bout en bout. Donc on a des problématiques qui vont être poussées. Vous allez voir pourquoi Zuadeo répond à ces besoins. Donc notre but à nous, vraiment, c'est depuis les 20 ans où on existe, c'est de mettre à disposition des utilisateurs une plateforme qui permet de répondre à un des besoins, à l'autonomie des utilisateurs et de l'autonomie globale. Parmi ces problématiques-là, on a les problématiques de temps réel, de souveraineté, de sécurité. On est vraiment dans des projets assez importants avec des problématiques de sécurité assez importantes. Et donc, on va avoir cette problématique qu'on a gérée depuis ces 20 ans. Et donc, on a mis en place des outils qui permettent aujourd'hui à des grandes entités ou des petites entités de répondre à ces besoins. Donc, parmi ces outils que vous voyez à l'écran, c'est la couche de virtualisation qui permet de se connecter à n'importe quelle source de données. Et donc, la virtualisation, parce que derrière, on va pouvoir virtualiser et donc gérer du temps réel sur n'importe quel type de données. D'accord ? On va avoir de la transformation de données grâce à nos ETL, à nos pipelines. On va avoir la gouvernance de la donnée, parce que tout projet data doit passer par une gouvernance claire et sécurisée. On parlait des données qui viennent de Toulouse et qui finissent à Paris. Donc, qui est le référent, ou en Allemagne. Donc, c'est d'avoir vraiment aussi un outil collaboratif. Tout le monde ne sont pas dans les mêmes sites. Tout le monde ne travaille pas de la même manière. Et donc, il faut que tout le monde soit autour d'une chose, c'est la donnée. Donc, on parle d'entreprise data-driven. Et donc, Zuadeo est là pour faciliter ce travail-là. Et tout ça dans un cadre sécurisé. Derrière, on va avoir tout ce qui va être consommation de l'information, des services qu'on met à disposition, les tableaux de bord, le rapport, l'APIisation, les applications low-code, et j'en passe. Et aujourd'hui, on a aussi répondu à un autre besoin qui est vraiment la self-service, c'est-à-dire comment on rend l'utilisateur autonome. Parce que la meilleure personne pour répondre à une question métier, c'est le métier lui-même. Il
faut juste qu'on lui donne les outils pour répondre à cette question. Et pour ça, on a mis en place de l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Donc si j'ai un peu le temps, j'essaierai de vous montrer un peu tout ça. Mais n'hésitez pas à revenir dans notre stand pour rentrer un peu plus dans le détail. C'est qu'en fait, on a aussi une conviction, c'est que pour rendre autonome l'utilisateur métier, il faut rendre autonome l'utilisateur technique. Il faut rendre autonome la sécurité. Il faut rendre autonome en fait toute la chaîne de valeur. C'est pour ça qu'on a une plateforme tout en un qui nous permet de gérer tout ça. C'est une plateforme qui peut s'installer dans les infrastructures de nos clients. Donc la souveraineté est importante pour nous. Donc ça peut être on-premise, comme par exemple avec l'Agence spatiale européenne où on dépose sur leur système, comme ça peut être aussi sur des clouds détenant. Aujourd'hui, on va essayer d'en citer que des Français, donc Outscale, OVH, des clouds qui font le job. D'accord. Et donc, quand on dépose sur ADO, on va avoir tout le cycle de vie. Donc, hop, je me permets d'aller directement, parce que les PowerPoint, c'est bien, mais je pense que rentrer sur les outils et voir en live les choses, c'est un peu plus intéressant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la plateforme ADO, on l'a travaillée depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir dans nos plateformes tout le cycle de vie. On est capable d'outiller tout ce cycle-là. Si on veut faire du temps réel de bout en bout, il faut qu'on ait tout le cycle de vie. Sinon, on va dépendre d'autres outils, d'interconnexion, de systèmes qui vont, eux, derrière, nous créer une certaine latence. On ne sera pas sur du temps réel, on va être sur du différé ou ce genre de choses. Et ensuite, la sécurité, c'est comme une chaîne. Si on a un maillon de la sécurité qui est faible, la chaîne est faible. Donc ça, nous, la plateforme CAD, on a décidé de régler ce problème-là en mettant à disposition de nos clients une plateforme complète qui vont lui permettre directement de pouvoir accéder à toutes les données. Donc premièrement, comme on le disait tout à l'heure, c'est comment je peux croiser par exemple avec l'Agence spatiale européenne où on a une très grosse quantité de données, de pouvoir rapprocher toutes mes informations. Donc vous allez avoir dans la plateforme CADO ici une plateforme qui va vous permettre de vous connecter à toutes les données d'entreprise. Vous avez tous les connecteurs possibles. Et on l'appelle plateforme de virtualisation parce qu'elle vous permet de connecter toutes vos données de la même manière. Derrière, à chaque connexion de données, on a une cartographie qui est intégrée. Et je passerai très rapidement dessus pour pouvoir passer directement sur des usages un peu plus métiers. C'est-à-dire que toutes vos données vont être cartographiées automatiquement. Donc là, aujourd'hui, on a la capacité de savoir où est ma donnée. Un utilisateur métier, si on veut lui permettre de communiquer, de parler avec la donnée, comme on parle de l'intelligence artificielle beaucoup, il faut que l'intelligence artificielle elle sache où se retrouve la donnée. Donc elle doit se positionner sur un catalogue. Sinon, vous allez devoir la positionner sur vos données et là, vous avez des systèmes de failles de sécurité qui vont être énormes. Donc dans la plateforme, on a résolu ce problème-là grâce au tagging et à la description de données automatiques en plusieurs langues grâce à l'IA. Donc toutes vos données qui sont mises dans la plateforme sont décrites, taguées automatiquement. Et si, comme je disais tout à l'heure, pour des questions de travail collaboratif, le RSSI décide qu'une donnée personnelle doit être anonymisée, la plateforme va vous l'anonymiser à la volée. Donc vous allez avoir automatiquement une traçabilité, un suivi, une anonymisation de vos données qui vont être des données sensibles. C'était un des jalons importants pour l'agence spatiale qui a besoin vraiment de pouvoir suivre ces données. On parle d'États qui mettent des subventions, ce sont des données un peu sensibles. Et donc, sur résoudre la problématique de j'ai une donnée à Toulouse qui se retrouve en Allemagne ou dans un tableau de bord, en temps réel, donc là dans la plateforme Shadow, vous allez vous retrouver avec vraiment un suivi complet. Je peux savoir tous les tableaux de bord, qui les a visualisés. Donc je peux savoir que c'est les entités en Allemagne qui ont visualisé nos tableaux de bord. Et je peux même savoir en temps réel si la donnée qui a été suivie a subi une transformation dans un pipeline ou autre qui est directement dans la plateforme Shadow et qui remonte sur cette plateforme. D'accord. Donc ça, je vais avoir vraiment ces différentes étapes qui vont être mises à disposition dans la plateforme Shadow et donc qui vont être remontées directement dans l'outil. Tout ça avec, bien entendu, une partie sécurité, documentation, une data gouvernance qui va être intégrée dans notre plateforme de bout en bout, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est pas que la donnée qui est en temps réel, la gouvernance doit être en temps réel également. Donc derrière, on va être assez rapide sur le sujet, mais vous avez aussi des plateformes mises à disposition pour les data scientists qui vont avoir la capacité de faire tous les algorithmes. Donc une donnée, c'est pas parce qu'elle est temps réel que je n'ai pas besoin de la retoucher. Elle doit passer parfois dans des flux en temps réel, d'être retravaillée pour que l'utilisateur final puisse la visualiser. Et donc là, les différents data scientists vont avoir la capacité de faire toutes les transformations que vous pouvez imaginer, on rentrera plus dans le détail sur le stand, mais également d'implémenter leurs propres algorithmes, et tout ça aidé par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez des agents IA partout dans la plateforme, comme je le montrais tout à l'heure, qui vont être là de l'assistant virtuel pour tous les usages de la plateforme.
D'accord? Donc vous avez, comme je disais tout à l'heure, c'est des pipelines, vous avez la capacité de faire énormément de choses en low-code aussi. Donc créer des transformations, les alimenter, les envoyer, avoir des notifications en temps réel sur des Teams et sur des pipelines, etc. Donc ça, il y a cette capacité-là aussi que vous allez mettre à disposition de la plateforme et donc que pour les différents utilisateurs. Donc, par exemple, on a des tableaux de bord qu'on appelle tableaux de bord temps réel qui vont passer dans des pipelines. Donc, imaginez un cas d'usage qu'on a aujourd'hui, hein, c'est une base de données qui reçoit des données en temps réel, mais je ne veux pas que tous les utilisateurs se connectent dessus. Donc, on va créer ce qu'on appelle un lakehouse. Donc, la donnée, quand elle est mise à jour en temps réel, elle passe dans le lakehouse et ce sont les utilisateurs qui vont être rafraîchis en temps réel. Donc, cette étape intermédiaire est automatiquement mise dans nos plateformes. D'accord? Et c'est fait durer. Donc, ça, c'est aussi une des problématiques de complexes normalement dans les projets informatiques qui aujourd'hui est devenu assez simple avec Suadeo grâce à toute cette chaîne de valeur. Derrière, on parle beaucoup de self-service, de data-driven, que les utilisateurs puissent, eux, répondre à leurs questions. Donc il faut que j'ai une plateforme dans laquelle on va avoir toutes ces informations disponibles. Parmi cela, vous avez donc dans la plateforme Suadeo un data catalogue qui va gérer toute la gouvernance. Le catalogue de données est vraiment un catalogue temps réel avec lequel on va avoir tout le système de workflow, de ticketing, de demande et tout ça. On va passer pour pouvoir avoir quelques minutes de questions-réponses. Mais surtout pour un utilisateur final, avoir la capacité de trouver l'information qui l'intéresse, de consulter cette information avec des descriptions qui vont être, comme je disais tout à l'heure, en plusieurs langues grâce à l'IA. Donc on va avoir aussi cet agent qui va documenter tout le data catalogue de l'information, qui permet à un responsable, par exemple, de trouver l'information qui l'intéresse. Et aujourd'hui, nos problématiques, c'est qu'on est limité au nombre de tableaux de bord qu'on a, au nombre d'indicateurs qu'on a. Et on va avoir un vrai problème de gérer, piloter une activité si on est à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, d'une KPI, je dois demander à quelqu'un. Comme je disais tout à l'heure, notre conviction, c'est que la meilleure personne pour répondre à une question, c'est le métier lui-même. Donc il faut qu'il ait vraiment les outils pour lui permettre d'aller chercher ça. Et donc on a décidé là de vraiment mettre les choses à la main des métiers. Donc parmi ces questions qu'on se pose, c'est d'avoir un assistant aussi virtuel ici à l'utilisateur final. Je trouve l'information, j'ai même pas besoin d'avoir de tableau de bord pour avoir le résultat. D'accord? Donc le métier va avoir la capacité ici de poser des questions et de demander directement à l'information. J'ai une réunion dans quelques minutes, j'ai besoin d'une donnée, je peux lui poser la question. Peux-tu me fournir un graphique à barre avec le nombre de salariés par poste? Hop. Donc bien entendu, on va faire du speech to text, on va se brancher. Donc on a un modèle d'intelligence artificielle qui va permettre aussi derrière de récupérer toute l'information. Donc on a des agents qui connaissent et qui comprennent le Suadeo et qui vont être capables de remonter cette information-là. Donc là, on va avoir la capacité, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir poser mes questions. Donc si j'ai des demandes directement, je peux aller demander l'information à l'IA qui, elle, va aller directement me chercher l'information et me fournir les données en temps réel. D'accord? La problématique, comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, elle va avoir des problèmes de sécurité aujourd'hui. Comment on l'a résolu? Parce que pour pouvoir brancher sur des infrastructures comme celle-ci, il y a bien entendu comme des systèmes de sécurité. Nous, on fonctionne dans des gros projets de sécurité depuis 20 ans. On a commencé sur les données de santé, on a fait les pervisions des Jeux Olympiques, on est branché dans des environnements de diffusion restreinte. Donc la sécurité, ça, on est baigné dedans depuis tout petit. Et on a la capacité aujourd'hui, comme je disais, de tout installer on-premise. Par contre, ce n'est pas suffisant. Si je viens, peux-tu me fournir le nom, le prénom et l'adresse email des directeurs? Donc ici, je vais avoir la capacité de demander la donnée. Donc moi, ce que je veux, c'est que si j'ai deux directions, j'ai Paris et j'ai Bruxelles. Si Paris a le droit de voir que les données de Bruxelles, elle demande, vas-y me donner mon budget et elle a automatiquement le budget de Paris. Et Bruxelles, vice-versa. Donc ça veut dire que si là, aujourd'hui, je fournis ça à une intelligence artificielle aujourd'hui, on risque d'avoir une problématique des données qui risquent d'être erronées ou des personnes qui n'ont pas les droits de voir certaines données. Là, dans la plateforme, l'outil va alimenter ça, comment? En allant directement chercher l'information. Et là, vous remarquerez que les données sont anonymisées. Parce qu'en fait, l'IA ne va pas accéder aux données. Elle va dire à Suadeo, voilà ce que l'utilisateur t'a demandé. Il va aller dire à l'intelligence artificielle, va dire à Suadeo, voilà ce que l'utilisateur final t'a demandé. On n'a aucun risque de données. Sur chacune des jeux de données ou des sources de données, on a la capacité de mettre une sécurité très fine. Je peux décider quelle ligne on a le droit de voir. Donc la direction France va voir que la France. L'Allemagne ne verra que l'Allemagne. Je peux décider les données qui sont visibles par direction.
Et donc l'intelligence artificielle ne risque pas de me fournir les données de l'Allemagne, ça c'est impossible. D'accord? Donc ça c'est nos agents qui arrivent à parler le Suadeo, à parler la langue de l'utilisateur, on est multilingue, hein, donc on peut parler en allemand, en espagnol, en français, en anglais, et derrière va convertir ça en requête. Donc ça permet d'avoir une intelligence artificielle dans une bulle sécurisée qui derrière a accès à toutes vos données de votre catalogue de données. D'accord? Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important. Deuxième problématique sur le data-driven, données pour tous, on a plein de termes qu'on entend régulièrement. C'est, pendant ces 10 dernières années, on nous a expliqué que pour être autonome, il fallait avoir un outil de dashboarding. Ouais. Par contre, si je suis directeur et que je ne sais pas l'utiliser, ça va me servir à pas grand-chose. Donc là, dans Suadeo, ici, on a la capacité, aussi pareil, grâce à l'intelligence artificielle, de construire ce qu'on veut. D'accord? Donc je peux venir ici et demander la construction de... Donc je peux lui demander soit de me construire un truc en particulier, en demandant des KPI, des indicateurs, ou juste chaque utilisateur a son propre environnement. Et donc chaque utilisateur a la capacité. Vous avez remarqué que quand nous on parle de catalogue de données, c'est pas un catalogue de métadata comme on peut avoir, de métadonnées, où c'est des êtres humains qui doivent tout saisir. C'est vraiment la mise à disposition de vos données. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'avoir toutes les données disponibles et de pouvoir les consommer et les mettre à disposition. D'accord? Donc l'IA va analyser, par exemple, je vais juste demander de faire un tableau de bord, va analyser les données disponibles. À partir de ces données-là, elle va décider de ce qu'elle aimerait mettre à disposition. D'accord? Donc bien entendu, tous les utilisateurs peuvent personnaliser, donc par exemple sur l'agence spatiale, etc. Et donc vous allez vous retrouver avec un outil qui est capable de construire pour vous des tableaux de bord assez simples. Je peux lui demander aussi, hein, bien entendu, hein, ici je vais avoir mes tableaux de bord, je peux lui demander de modifier, de rajouter des indicateurs, de faire ce que j'ai entendu. Et donc la donnée est disponible. Tout ce que je fais impacte mon linéage, impacte mon catalogue. C'est-à-dire que tout le catalogue que je vais avoir dans ma plateforme va être mis à disposition en temps réel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les utilisateurs un peu plus techniques vont avoir la traçabilité, le suivi qui se fait par les utilisateurs métiers. Si je modifie une donnée compta, je sais que les utilisateurs finaux vont l'utiliser, etc. Donc ça, c'est aussi une des problématiques qu'on a. Deuxième problématique qui est assez importante, ça va être tout ce qui va être temps réel. Donc la problématique aujourd'hui, c'est de dire que quand j'ai un tableau de bord, je veux que s'il y a une modification de données, mon tableau de bord se mette à jour automatiquement. Bah, dans Suadeo, on a résolu ce problème-là. Donc assez simplement, hein, donc, je vais vous montrer, c'est que dans mes plateformes, si je dis que mon tableau de bord il est temps réel, automatiquement, si la donnée sous-jacente bouge et que je suis alerté, je vais rafraîchir tous les écrans qui sont bien connectés grâce au serveur d'événements qu'on a dans notre plateforme. Donc aujourd'hui, s'il y a une donnée qui est mise à jour dans les outils comptables, côté Agence spatiale européenne, ils ont juste à alerter ou sont dans la base, qu'on appelle un CDC ou ce genre de choses, bah, ma donnée a été mise à jour. Et automatiquement, toutes les personnes qui sont connectées vont voir la donnée mettre à jour en temps réel. Donc ça peut être dans le cadre d'un outil comptable, mais ça peut être aussi dans le monitoring de production de certains serveurs. On peut avoir lié l'intelligence artificielle qui va rafraîchir, regarder les logs, et quand elle découvre quelque chose d'important, elle peut signaler automatiquement. On peut avoir différents cas d'usage qui vont permettre d'avoir vraiment cette vision temps réel des données. Donc vos données ne sont pas des données figées, souvent qui sont J-1 de la semaine d'avant, etc., parce qu'elles transitent par un data lake. Donc une vraie donnée temps réel peut passer dans des pipelines, suivre des transformations, passer dans l'intelligence artificielle et derrière, automatiquement, être mis à jour dans des tableaux de bord. On va avoir par exemple des cas d'usage qui sont assez simples, hein, qui vont peut-être parler à tout le monde. C'est un pipeline qui va aller scanner les réseaux sociaux pour aller regarder tous les problèmes qu'on va avoir sur les transports en commun en Ile-de-France. Donc je peux aller regarder sur les réseaux sociaux tous les problèmes que je vais avoir. Et tous ces problèmes-là vont être disponibles dans une plateforme. Dès qu'on a des structures décentralisées, ce genre de choses, on peut imaginer très rapidement, ici, vous remarquerez que sur la droite, j'ai un résumé en temps réel des événements grâce à l'intelligence artificielle, d'accord, qui a géolocalisé tous les incidents sur les différents métros, d'accord. Et ça, c'est remonté en temps réel grâce à nos différents pipelines. Donc on peut avoir des visions cartographiques, ok, un pipeline qui va aller regarder les réseaux sociaux, les envoyer au modèle d'intelligence artificielle pour savoir ce qui est important ou pas, et derrière faire des résumés en temps réel de la situation pour que les utilisateurs finaux aient une information la plus fraîche possible. D'accord? Bien entendu, l'utilisateur final peut aussi chatter avec la donnée.
peut demander dans son hub d'aller chercher de l'information qui va bien. Donc à partir du moment où on va avoir une donnée dans la plateforme Swadeo, on va être capable de la mettre à disposition de tous les utilisateurs. D'accord. Donc là, c'est vraiment le besoin global d'une plateforme de données qui permet de répondre à des usages qui vous paraissent compliqués, mais qui deviennent très simples grâce à ces optimisations et à ces assistants virtuels qu'on a mis à disposition de la plateforme. D'accord. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut voir aujourd'hui. C'est 20 ans de R&D dans la plateforme. C'est très important, une société souveraine française qui ne met aussi à disposition de nos clients une partie de la R&D qui permet d'avoir ces plateformes-là aujourd'hui. D'accord. Donc, l'intégralité des demandes viennent de nos clients. Donc, c'est ce qui fait que, on va dire que c'est plus intelligent que si je les avais décidées moi-même. Donc, et donc là, aujourd'hui, on a vraiment cette plateforme qui est la seule plateforme vraiment self-service qui permet vraiment de démocratiser la donnée en entreprise et que tout utilisateur, qu'il soit technique ou pas, puisse parler avec l'information et consommer de l'information dans un cadre très sécurisé. En tout cas, sachez que on est au stand E38, n'hésitez pas à venir. Là, on a vu à peine 20% parce que c'est une petite démo, mais on pourrait faire 1 heure ou 1 heure et demie par module pour rentrer sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à venir et on se fera un plaisir de rentrer un peu plus dans le détail. D'accord. Merci à tous.